pour ceux qui se lancent, vous avez la chance de pouvoir bénéficier de toute cette expérience que je vous ramène en tant que papillon qui a butiné un peu dans tous les écolieux et qui vous ramène un peu les belles et les mauvaises expériences et comment on les évite. Hein, voilà. Donc là, je vous donne vraiment des éléments qui sont assez forts. À vous de les intégrer et je peux comprendre que ce ne soit pas évident, que certains aient des résistances par rapport à ça. La philosophie qu'il y a au cœur de l'ensemble des montages juridiques, financiers et de la gouvernance, parce qu'intrinsèquement, ce que l'on va rechercher, c'est l'alignement. L'alignement entre les valeurs que vous avez globalement tous et que vous partagez, des valeurs d'ouverture, d'humanisme, et comment c'est mis en application. Parce que bien souvent, ce que l'on trouve dans le financement, dans le juridique, dans la gouvernance, c'est plutôt de la fermeture. Donc, pour l'aligner, il faut voir par où il faut passer. Hein, voilà. Et c'est la première chose que je vous propose de développer. La première chose, c'est de voir qu'est-ce que la coopérative, qu'est-ce que le coopératif. Le coopératif, c'est ni de l'individualisme ni du collectif. C'est une voie, je dirais la voie du milieu entre les deux, où on fait coopérer des besoins individuels dans la création d'un projet collectif qui nourrit les intérêts individuels. Hein, c'est ça, coopérer, c'est être plusieurs à vouloir ensemble la même chose et de le faire, mais de manière individuelle, c'est-à-dire de manière unique, hein, je dirais, dans la singularité de notre ego. L'ego, c'est le fait de penser, hein, d'être un être unique, de s'être matérialisé là. Ce qui est préjudiciable, c'est quand on devient égocentrique, c'est-à-dire qu'on a tendance à tout rapporter à soi, à ne s'intéresser véritablement qu'à soi, et ce qui développe généralement deux avidités principales que l'on partage avec l'ensemble de l'humanité. C'est une avidité de pouvoir et une avidité d'argent. Et la coopérative a pour but de fixer un cadre juridique qui permet de surveiller cette avidité individuellement de manière collective. On va mettre en place des mécanismes de gouvernance, que je préfère appeler des mécanismes de fonctionnement, qui empêcheront que l'avidité de pouvoir individuel se manifeste, ou du moins ne puisse pas être encouragée, mais au contraire d'être bloquée dans les statuts. Et également dans le juridique et dans le mécanisme financier, on va éviter que l'avidité à l'argent puisse se développer. Et même là, on va bloquer les choses sans que, tout en respectant que chacun puisse récupérer ce qu'il a mis dans le projet et garde sa liberté de pouvoir aller faire autre chose ailleurs. Hein, on est là pour expérimenter, c'est le sens de la vie. Et dans la vie, il y a des créations, il y a une période de vie, et puis il y a une période de sortie, je dirais. Dans tous les projets, c'est la même chose. Hein, le danger, c'est quand on croit qu'on va partir avec les mêmes personnes pour toute la vie. Je crois que surtout dans un collectif, il y a des personnes qui rentrent et il y a des personnes qui sortent.
Voilà, et il faut prévoir ce mouvement-là, c'est le mouvement de la vie. Tant qu'il y a ce mouvement-là, on renouvelle les choses. Alors que si on fige pendant un certain temps, ce sera peut-être facile, je dirais, mais rapidement, on vieillit et puis on ne se renouvelle pas. Et ça devient de plus en plus dur quand il n'y a pas eu ce mouvement-là. Donc, c'est quelque chose d'important à prévoir dès le départ. Le juridique est souvent perçu de manière aride, une matière aride. Ce que je vous propose, c'est de l'aborder avec joie, c'est-à-dire que ce n'est pas dans la lettre que l'on va l'aborder au départ, c'est surtout dans la compréhension. Je ne suis pas là pour vous accompagner, pour écrire un bout de papier que l'on va classer, que l'on va mettre dans un classeur et que l'on ressortira juste le jour où il y a un conflit, pour le donner à un avocat, un juge. Généralement, c'est ce qu'on fait avec les statuts. Là, ce qui est important, c'est que petit à petit, vous les intégrez en vous, que vous les incarnez comme votre constitution de faire société. Ce qui change complètement la chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les vivre, vos statuts et votre fonctionnement financier, presque au quotidien. C'est ce qui fera la grande différence entre des statuts préparés par un avocat ou un autre juriste et l'accompagnement que l'on vous propose. Je vous parlerai assez souvent de la physique quantique. Alors, je sais que c'est un peu éculé, que beaucoup utilisent ça pour diverses choses, hein. Mais il est incontestable que la science qui étudie le monde réel, c'est la physique, c'est la science physique qui étudie notre monde réel tel qu'il est, tel qu'on peut le percevoir au mieux. Et les théories les plus pertinentes aujourd'hui et qui permettent de développer notre intelligence et nos moyens technologiques, c'est la physique quantique. Et donc, c'est important de connaître quelques bases de la physique quantique. Je n'irai pas trop profondément là-dedans, mais en tout cas, quelques bases. Qu'est-ce que nous enseigne la physique quantique? C'est que tout est vibration. Et que quand tout est vibration, ça donne une infinité de possibles. Et dès que on matérialise, dès que l'on observe et que l'on veut définir précisément quelque chose, on le matérialise. Et là, de tous les possibles, il ne devient plus que un possible qui se matérialise. Et c'est important d'aller dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire qu'à des moments, on a besoin de se matérialiser pour agir. Et à des moments, on a besoin de s'ouvrir des possibilités et donc de rayonner. Voilà. Souvent, je fais un exercice dans les groupes en présentiel, c'est de faire un mandala des valeurs quantiques. C'est-à-dire que je demande au groupe un petit peu les valeurs qu'ils pensent mettre en commun. Et donc, on marque ces valeurs sur un tableau. Et ça, on le matérialise. Et quand je vais un petit peu plus loin, je leur demande la définition qu'ils entendent pour chacun des mots. Et généralement, en prenant un ou deux mots, on y passe plus d'une heure et on s'aperçoit que chacun a sa définition et que finalement, ce n'est pas la même pour tout le monde. Et quand on prend la définition du petit Larousse, elle est encore différente. Et finalement, personne ne s'y retrouve dans les mots. Ou du moins, ça secoue sacrément le groupe. Et pourtant, au départ, quand on a marqué tous les mots, il y avait une vibration commune à l'ensemble du groupe.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des valeurs, on n'a pas besoin de se matérialiser réellement. C'est bien de faire des chartes des valeurs, c'est bien voilà, de faire ces documents malgré tout pour que quand quelqu'un vienne, puisse s'imprégner de ce que vous avez voulu dire. Mais il n'a pas besoin de s'accrocher aux mots. Et vous n'avez pas besoin de vous accrocher aux mots véritablement là. Ce qui est important, c'est de donner une impression, comme un tableau impressionniste, avec des petites touches de couleurs, on arrive à créer un paysage. Et ça va parler non pas au mental, à la raison, mais à l'intuition. Et dans l'intuition, on va sentir toutes les dimensions de ce qui est exprimé. Et non plus juste les mots qui pourraient être pinaillés par chacun. Et si on intègre cette vibration, quand on va écrire de manière matérielle les statuts, on va se dire, est-ce que ça correspond ou est-ce que ça ne correspond pas? Globalement. Et là, on fait un travail qui est juste, aligné avec ses valeurs. Que lorsque on écrit une belle charte des valeurs, et je peux vous promettre que je travaille dans beaucoup d'écolieux qui existent depuis de nombreuses années, qui ont fait un gros travail là-dessus, qui ont l'impression qu'ils incarnent leurs valeurs, et pourtant, dans leur statut, il n'y a pas du tout cela. Généralement, vraiment, voilà, rien que de dire, ils écrivent qu'ils ont un fonctionnement horizontal et participatif, et l'erreur classique, c'est que je vois marqué que le gérant a tout pouvoir pour agir. Donc, est-ce que ça correspond, est-ce que ça ne correspond pas? Et ce n'est pas dans les mots, c'est dans l'énergie, je dirais. Hein, voilà. Et comme ça, je pourrais en citer tout un tas d'exemples où, en fait, dans les statuts, on ne retrouve pas du tout ce que rayonnent les valeurs. Les valeurs sont faites pour être rayonnées. Elles ne sont pas faites pour être matérialisées. Et à des moments, on peut les matérialiser simplement pour les transmettre. Mais ce qui est important, c'est vraiment le rayonnement qu'elles ont. Donc, c'est pour ça, accordez-vous en plus de vos chartes des valeurs, des dessins, des schémas, des photos qui correspondent à ce que vous ressentez. Ça me paraît plus important que de prendre le temps. Alors, j'ai vu des chartes des valeurs qui font, je crois que le record, c'est 32 pages, qui sont allées dans le détail de plein de choses. Sauf que ceux-là même qui ont battu le record de la charte des valeurs les plus longues, eh ben, ça ne fonctionnait pas leur statut. Et c'était parce que c'était à l'opposé, mais vraiment à l'opposé de ce qu'ils avaient mis dans leur charte des valeurs. Et ils croyaient que ça allait corriger. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une SCI, le schéma classique, quoi, je dirais. Et au départ, comme tout allait bien, ils avaient fait une énorme charte de valeurs pour bien marquer vraiment tout ce qu'ils voulaient faire, comment ils voulaient faire. Sauf que le fonctionnement, ils se sont aperçus petit à petit que c'était plus du tout ça, qu'il y en avait un qui était majoritaire et il bloquait l'ensemble. Et voilà, c'était du participatif tant que c'était OK avec lui. Mais dès que c'était plus OK, il bloquait. Et du coup, ça a bloqué tout le reste. Et du coup, il se trouve au point arrêté et à se dire, mais est-ce que notre charte de valeur a une valeur juridique? Alors, je vous le dis, non. On n'est pas dans la matérialité des choses, on est juste dans la vibration. Donc, ce qui est important, c'est de vous mettre d'accord sur cette vibration, véritablement. Et de pouvoir le faire avec des mots, avec des images, mais vous êtes sur un tableau impressionniste. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand je fais ce mandala des valeurs quantiques, quand j'ai expliqué tout ça et qu'on a passé plus d'une heure sur un ou deux mots, alors que des fois il y a 30 ou 50 mots, et qu'il reste 5 minutes par rapport au temps
que nous avons besoin pour traiter ce sujet-là, ben, je prends un chiffon, je leur dis, regardez bien, imprégnez en vous toutes ces valeurs, et maintenant je les fasse comme un mandala, et il ne restera plus que la vibration qui vous donne réellement ce qui était marqué là-dessus, et plus chacun des mots qui irait, où on se tromperait à vouloir rechercher si le mot amour est dans tel ou tel article de vos statuts, si le mot respect y est. Voilà, c'était les deux termes du dernier accompagnement que j'ai fait, où chacun avait sa notion du respect et de l'amour qui faisait qu'il ne s'entendait même pas là-dessus. Alors comment on aurait pu le retrouver dans les articles? Par contre, quand on a écrit après les statuts, je leur dis, est-ce que ça correspond au rayonnement ou pas? Et puis même, on a pris d'abord leur statut qu'ils avaient déjà depuis un certain temps et sur lequel d'ailleurs il y avait des tensions. Et là, on a regardé, est-ce que ça correspondait à la vibration ou pas? Et là, on a vu que sur tout un tas de points, ça ne correspondait pas. Et comme par hasard, c'est ce qui entraînait des conflits derrière. Voilà. Et on a vu comment on pouvait les rédiger et de voir que ça correspondait véritablement, dans ce cas-là, à leur statut. Donc voilà, je vous parlerai de physique quantique et de rayonnement parfois et de matérialisation parfois. Voilà, il y a des sujets qui méritent d'être rayonnés et d'autres qui méritent d'être matérialisés. Hein, quand on est sur l'écriture des statuts, il faut le matérialiser. Mais par contre, il y a des notions qu'il faut intégrer. Hein, et il faut les intégrer dans la multiplicité de ce que ça peut évoquer. Avant, je veux vous partager quelque chose d'intime, de profondément intime, c'est que j'ai découvert en fait que j'étais pas seul en moi, qu'il y avait plusieurs voix qui s'exprimaient régulièrement et à tout moment. Par contre, ben, quand je m'exprime, il y a une voix qui prend la parole. Hein. Et je dirais, si vous voulez travailler dans un groupe, il est essentiel de comprendre que vous avez besoin d'écouter toutes vos voix, qu'il faut savoir être au consentement avec vos voix intérieures pour pouvoir être au consentement dans un groupe. Si vous pensez d'être d'un seul bloc, qu'il n'y a qu'une seule voix en vous, c'est que vous vous comportez à l'intérieur de vous comme un dictateur. Et vous ne pouvez que d'avoir des relations conflictuelles, je dirais, en groupe. Si vous n'écoutez que les quelques voix qui vous viennent, c'est de l'oligarchie. Hein, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-unes qui ont pris un peu l'ascendant sur les autres et puis c'est fini. En fait, il y en a bien d'autres. Il y a des parties cachées, nos parts d'ombre, ce qu'on peut appeler. Voilà. Et ça, le travail de groupe vous permet de le découvrir. Hein, on dit qu'une année dans un groupe, ça vaut 10 ans de thérapie. Et c'est totalement vrai si véritablement vous prêtez attention à cela. Donc, l'astuce pour découvrir nos parts d'ombre, c'est quand quelqu'un s'exprime et que vous le comprenez, mais alors pas du tout. Ou alors, vous vous dites, mais d'où il sort, quoi. Voilà, je comprends ce qu'il dit, hein, intellectuellement, mais je ne comprends même pas qu'il puisse s'exprimer comme ça. Eh bien, c'est que vous devez trouver en vous cette petite voix que vous avez éteinte.
Et quand quelqu'un vous énerve, c'est généralement que vous savez qu'elle existe, cette petite voix, mais que vous avez volontairement fermé la porte à elle. Et c'est pour ça que ça vous énerve. C'est essentiel, là, ce que je vous dis. Sincèrement, c'est la clé de faire groupe dans un sens coopératif, où chacun est respecté. C'est, alors de manière plus compréhensible, je dirais, vous pouvez l'expérimenter, c'est si vous y prêtez attention, quand il y a un tour de parole sur un sujet, chacune des personnes évoque quelque chose que vous auriez pu dire. Il y en a qui viennent compléter, qui viennent dire, même si c'est pas, si elle a parlé avant vous, il y en a qui vont dire déjà quelque chose que vous auriez voulu dire. Puis il y en a d'autres qui complètent ce que vous avez pu dire. Puis il y en a d'autres qui disent quelque chose d'opposé, mais que au final, vous aviez en vous. Mais sauf que vous préfériez exprimer le côté optimiste plutôt que le côté pessimiste, le côté audacieux plutôt que le côté prudent. Mais toutes ces parties, vous les avez en vous. Et ce qui est important, c'est quand vous écoutez l'autre, c'est pas l'autre que vous écoutez véritablement, c'est vous-même, d'autres parties de vous-même. Si vous faites réellement ce travail, vous pourrez prendre des décisions par consensus, sans avoir besoin de l'unanimité, sans avoir besoin que tout le monde soit d'accord. Parce que c'est simplement en vous, est-ce que vous pouvez reconnaître ce qui a été dit et dans toutes vos voix, de sous-peser pour pouvoir prendre une décision et le matérialiser. Donc on part du quantique à la matérialisation, de la vibration à la matérialisation. C'est-à-dire qu'en vous, vous devez créer tous les possibles avec toutes vos voix. Et après, vous allez pouvoir le matérialiser en prenant une décision. On le matérialise et là, il n'y a plus qu'un choix possible. Mais ce qui est important, c'est de vous être imprégné de la vibration de l'ensemble de vos voix. Et c'est vraiment le sens pour moi des prises de décision par consentement, c'est que le groupe va prendre l'impression de tout ce qui a été dit. Et puis, elle va matérialiser une décision. Toutes les personnes qui se sont exprimées pas pour elles-mêmes, mais pour le groupe, pour la totalité des personnes qui sont présentes. Donc, quand il y a une objection, c'est pas Mathieu qui a fait une objection, c'est chacun des membres du groupe qui a une partie en lui qui a cette objection. Ça change complètement la façon de faire et c'est ce qui permet de vraiment évoluer chacun en lui-même et que le groupe puisse prendre des décisions intelligentes. C'est une notion subtile mais qui est fondamentale. Vraiment, ce que je vous ai dit, c'est valable dans un grand groupe. Je vous ai dit, c'était valable en vous-même et c'est encore plus valable dans un couple et en famille. De pouvoir laisser s'exprimer chacun sans réagir et en essayant vraiment de l'intégrer. Tiens, qu'est-ce qu'en moi? Et souvent en famille, on est beaucoup plus en colère encore, ou en couple, on est encore plus en colère sur l'autre, parce que si on est en famille, il y a toujours une énorme ressemblance. Ou en couple, si on s'est mis en couple, c'est parce qu'on se ressemble à des endroits. Et ça nous énerve encore plus que l'autre puisse sortir quelque chose d'opposé à ce que notre dictateur a dit. Je voudrais après parler vraiment de cette distinction parce que c'est souvent confondu de consensus et de consentement.
Et avec l'idée aussi que dans les projets, il est plus… Vraiment, les projets que j'ai bien accompagnés, je dirais, ils ne pratiquent plus le vote depuis 10 ans. Hein, c'est le témoignage d'Ecoravi. Voilà. Et quand ils font de temps en temps un vote, ils m'appellent et je leur fais un complément, un peu comme un médecin chinois. Si le client est malade, si le patient est malade, c'est qu'il a mal fait son travail. Alors, il soigne gratuitement. Ben voilà, moi, ce que je vous propose, c'est que si un jour il vous arrive de voter, appelez-moi d'urgence parce que c'est que là, il y a un souci. J'ai mal fait mon travail. Et il y a urgence parce que le vote est le pire des systèmes. Du moins, c'est le plus mauvais des systèmes, mais il n'y en a pas de meilleur. Souvent, on dit de ça de la démocratie. Hein, voilà. Mais ce qui prouve que ce n'est pas un bon système. Ce n'est pas un bon système parce que c'est une dictature de la majorité sur la minorité. Et comme toute dictature, ben, la minorité va se sentir victime. Elle a un bourreau tout désigné et elle va trouver quelques personnes qui ont trouvé qui a manipulé tout cela. Hein, et c'est toute l'histoire de la démocratie. Hein, voilà. Donc arrêtons de ce schéma victime, bourreau, persécuteur et essayons d'être plutôt dans ce qu'on appelle le consentement, hein, et qui permet de prendre des décisions sans vote. Sauf que bien souvent, c'est schématisé en disant c'est le consensus. Le consensus, c'est quand tout le monde est d'accord pour une décision. Alors certains l'adoucissent, parce que c'est difficile que tout le monde soit d'accord, en disant ben, il n'y a personne qui est contre. C'est-à-dire que ceux qui s'abstiennent rentrent dans le consensus. Mais ce n'est pas satisfaisant non plus. Parce que là aussi, on arrive à une dictature du consensus. Et ça, je l'ai révélé dans plusieurs groupes qui fonctionnaient au consentement, hein, soi-disant. Et je leur dis, est-ce que vous êtes sûr véritablement que c'est consenti? Alors, ils m'ont regardé d'un air bizarre. Je dis, mais quand quelqu'un fait une objection, qu'est-ce que vous faites? Ah ben, on l'aide à prendre à prendre la décision que l'on veut, quoi, en gros. Hein, je caricature, mais c'est à peine. Hein, voilà. Et donc, au bout d'un moment de discussion, il y a tout un tas de gens qui lèvent la main, qui disent « Ah oui, moi je me souviens, il y a 6 ans, une fois j'ai fait une objection et pendant 1 heure, on m'a fait toute ma psychanalyse depuis ma petite enfance pour savoir pourquoi j'étais contre la décision et patati et patata. Et de cette humiliation, j'ai plus jamais fait une objection. Donc, c'est plus du consentement, ça. C'est une dictature du consensus. Voilà. Le consentement, c'est une histoire de vibration. Je retourne à mon quantique. Je suis désolé. Ça permet tous les possibles. C'est-à-dire que tout le monde peut s'exprimer et il ne s'exprime pas pour lui. Et donc, dans le compte-rendu, concrètement, là, dans la matière, hein, dans le compte-rendu, on ne mettra pas que Duchemol avait mis une objection. C'est un non-sens si on comprend ce qu'est l'intelligence collective. Ce n'est pas une personne qui s'exprime. Il y a effectivement une personne qui s'exprime, mais elle s'exprime pour tout le monde, pour le projet. Et c'est une petite voix qui doit résonner en tout le monde. Donc, on ne marque jamais le nom de la personne. Quand on fait un tour de ressenti, les ressentis sont exprimés et elles créent une vibration qui est entendue par chacun et qui sera prise en considération dans la prise de décision, mais sans considérer que c'est Pierre, Paul ou Jean-Jacques qui a émis cette objection. Ça n'a aucune importance, puisqu'elle est en chacun de nous. C'est simplement d'un pouvoir en tenir compte. Et tenir compte, ce n'est pas non plus une dictature de la minorité. Ce n'est pas, je dirais, l'enfant tyran. Hein, en analyse transactionnelle, on appelle ça l'enfant tyran. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce qu'il veut, il se met à vouloir tout détruire, à vouloir tout bloquer.
Hein, le consensus, c'est ce que ça permet. Pour les personnes qui sont respectueuses des autres, eh ben, ils vont se taire. Et pour celles qui ne sont pas respectueuses des autres, eh ben, elles vont essayer de tout bloquer. Dans les deux cas, c'est pas bon. Donc, la seule solution, c'est que chacun puisse s'exprimer librement sans qu'on lui en fasse un procès de conscience, sans qu'on cherche à enlever ce qu'il a dit, de l'obliger à revenir en arrière. Non, ce qu'il a dit, il le pense et il le dit. Et OK, on continue le processus où chacun s'exprime. Et on voit, est-ce que chacun est consentant à ce que l'on expérimente une solution? Elle n'est jamais définitive, une solution. Très, très rarement, on va dire. Donc, c'est simplement, on expérimente avec tout ce qui a été dit, avec toutes les réserves qui ont été dites, ce qui permettra peut-être que si on voit qu'on se trompe dans l'expérimentation, on va faire plus vite fait demi-tour parce qu'on aura entendu que c'était peut-être pas la bonne voie et qu'il y avait une autre solution. Et on fera d'autant mieux demi-tour qu'il y aura eu moins d'ego à prendre cette décision. Hein, parce que quand on oblige des personnes à suivre, du coup, on se dit, ah, putain, je ne peux pas faire demi-tour parce que là, je les ai amenés de force avec moi et maintenant, je suis en train de reconnaître que je me suis trompé. Ça, c'est pas possible. D'accord? Alors que si on s'est dit les choses, voilà, on s'est dit et que, bon, ok, faut y aller avec prudence. Et puis, c'est vrai qu'on a essayé d'expérimenter la décision que souhaitait globalement le groupe. Et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas la bonne, ben, on reviendra et on n'a obligé personne. On a juste à un moment donné senti qu'il fallait l'expérimenter. Voilà, c'est ça le consentement, c'est toutes les personnes sont consentantes à l'expérimenter, même ceux qui étaient contre. Ça change radicalement, si vous intégrez vraiment cet élément, ça change radicalement vos réunions et le sens de vos décisions. On n'oblige personne à prendre la décision, à suivre la décision, hein, à valider la décision. Voilà, une personne peut très bien émettre des objections et puis on lui demande est-ce que pour toi ça empêche qu'on expérimente, que le groupe expérimente ou pas? Hein, voilà. Et généralement, ça se trouve assez bien. Si une personne se bloque, véritablement, que c'est pour lui impossible que le groupe fasse ça, ben, c'est peut-être à travailler l'engagement qu'il y a, mais ou c'est peut-être à laisser passer un peu de temps, hein, de réflexion, parce que des fois, on est pris par notre ego à se mettre droit dans les bottes, c'est-à-dire à n'écouter plus qu'une seule voix en soi, hein, et ne plus écouter la multiplicité. On fait une montagne parce qu'on s'est mis juste devant l'arbre, on ne voit plus du tout toute la forêt qui est derrière. Donc, des fois, en prenant du recul, on s'aperçoit qu'on était juste devant l'arbre et ça nous empêchait de voir les autres possibles. Hein. Donc, il faut laisser le temps. Il n'y a pas forcément à faire quelque chose. Mais si ça revient plusieurs fois chez une personne qui se bloque sur une décision, il faut valider qu'il est encore en coopération. On n'est pas obligé, on n'est pas prisonnier du projet. On n'est pas dans un collectif ou dans une communauté où là, on fait bloc et on oublie ses propres besoins. Il peut arriver un moment où on a été pendant très longtemps synchronisé avec les autres et dans la coopération, et il peut arriver un moment où on n'est plus dans la synchronisation. Et là, soit on s'en aperçoit à titre individuel et on se pose sincèrement la question, et s'il n'est pas temps, de sortir un peu du projet
pour s'oxygéner ou peut-être pour faire un autre bout de chemin de vie ailleurs, pour peut-être revenir ou pas. Et il est peut-être de l'utilité des autres de poser cette question-là aussi et d'aller vers peut-être une suspension ou une exclusion d'un individu. Si régulièrement il est dans une opposition qui ne permet plus le consentement. C'est fort ce que je dis parce qu'au départ, vous souhaitez tous que ce soit un projet merveilleux et que chacun trouve son compte, et c'est louable et c'est c'est normal de le rechercher. Toutefois, ben, il faut accepter qu'à des moments, nos chemins se croisent et des moments où nos chemins s'éloignent. Et ce que je veux vous dire, c'est que tout ça, ça peut paraître un peu complètement en dehors du juridique, mais en fait, c'est ce que l'on va marquer après, véritablement. Mais pour le marquer, faut-il le comprendre? D'accord? Je pourrais pas vous écrire ça sans que vous l'ayez perçu. Alors après, évidemment, j'utilise des métaphores, j'utilise tout un tas de choses, mais après, on va le marquer réellement dans vos statuts et votre règlement intérieur. Il y aura vraiment marqué ce qui inspire tout cela.